À la veille des relâches du 1er mars et des départs en station de ski, la conférence traite d'un thème de saison, donc la blessure du sportif. Après une lourde chute, une luxation d'épaule ou des côtes cassées, retrouver un niveau de performance élevé et être à nouveau apte à la compétition représente un défi important pour tout sportif. Outre l'aspect purement physique, cette reprise implique également un versant psychologique non négligeable. De ce fait, un ensemble de compétences et processus d'accompagnement s'organisent autour de lui afin de le soutenir au mieux dans un parcours qui est parfois long. J'ai vécu cela à mon humble niveau de sportif très amateur suite à une rupture du tendon d'Achille et je peux vous confirmer que le chemin est long et parfois sinueux euh, pour retrouver son niveau initial, pour autant que j'ai une fois retrouvé ce niveau. Euh, qui sont les intervenants qui accompagnent le sportif dans le processus de guérison et quand interviennent-ils? Quelles sont les étapes clés de la préparation d'un retour à la compétition et qu'impliquent-elles? Et quels sont les gestes simples à connaître pour éviter certaines blessures? Pour répondre à ces questions, nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir différents orateurs. Le docteur Michel Unkeler, médecin du sport au RHNE et coureur à pied émérite. Jérémy Barfous, physiologiste du sport au RHNE et ancien triathlète de haut niveau. Et Evelyne Bello, physiothérapeute du sport au RHNE. Pardon? Evelyn, pardon. Désolé. Tous trois ont pour point commun d'avoir fait une formation de prof de sport à la base, si j'ai bien compris. Donc, ce sera un... Enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir un sportif d'élite, M. Marc Lauenstein, dernier vainqueur suisse de la célèbre course de montagne Sierzinal en 2013. Il sera présenté plus en détail tout à l'heure. Voilà. Donc, comme de coutume, la conférence sera suivie d'une session de questions-réponses, puis d'un apéritif. Vous avez vu que les choses sont déjà préparées. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je cède sans plus attendre la parole à nos orateurs. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci. Alors, ce soir, la présentation, on va discuter un petit peu de tout ce qui est médical. Ce sera la partie du docteur Unkeler. Une partie un petit peu réhabilitation. Donc, ce sera notre physio du sport, Evelyne Bello. Et pour ma part, je vous parlerai un petit peu de prévention, comment un petit peu éviter ces blessures dans le sport. Et ensuite, on terminera avec des questions-réponses, comme on vient de le dire. Et tout du long, pour rendre ça un petit peu dynamique, on a la chance aujourd'hui d'avoir Marc Lauenstein avec nous. Donc déjà, merci beaucoup d'être là. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qu'on doit encore présenter, mais voilà, à la base, il vient de la course d'orientation. Donc 2 fois médaille d'argent au championnat du monde longue distance de course d'orientation. Puis, il est parti dans une carrière de trail, de course à pied trail, avec notamment, comme on vient de le mentionner, vainqueur de Sierzinal avec une descente d'anthologie sur la fin sur Zinal pour gagner cette course. Donc, c'est un honneur. Merci beaucoup d'être là. Je cède la parole au docteur Unkeler pour la suite, pour tout ce qui est médical. Voilà, on va commencer par une partie médicale. D'abord, je commence par vous montrer ce qui est bénéfique dans la pratique du sport. On m'avait critiqué un petit peu à une époque quand je faisais des présentations parce que je présentais tout ce qui n'allait pas dans le sport, toutes les blessures qu'on faisait et tout. Alors, je commence par dire en quoi le sport est bénéfique et utile. Donc, on sait que le sport est très bénéfique pour la santé globale. Vous voyez ici que ça peut diminuer le risque de créer certaines pathologies graves de 20%. On sait qu'on diminue les cancers du côlon de 20% chez les sportifs, les cancers du sein aussi, chez la femme. On a moins de diabète, on a moins d'attaques cérébrales, on a moins de problèmes cardiaques. Donc, le sport, on en a besoin et c'est quelque chose de très utile. Vous voyez aussi qu'on attribue aux États-Unis 10% des décès au fait que les gens sont sédentaires, qui ne bougent pas et qui sont passifs. Il ne suffit pas forcément de faire du sport de haut niveau pour se protéger. On peut déjà faire certaines activités simples qui permettent d'améliorer sa santé. Vous voyez que, par exemple, de simplement marcher tranquillement, on dépense déjà 2 fois plus d'énergie que si on est assis devant sa télévision. Quand on fait le ménage, les vitres, ou qu'on passe l'aspirateur, on dépense déjà 3 fois plus d'énergie qu'en restant assis. Et puis la course à pied, on est déjà à 8 fois plus. Donc il y a un peu une gradation dans l'activité, mais l'activité est bénéfique.
Il y a un bénéfice, on va dire, sur la santé physique, comme on l'a vu, hein, sur le cœur, sur les poumons, etc. Mais il y a aussi un bienfait psychique. On sait que les gens qui font du sport, ils ont moins d'état dépressif, ils ont un ressenti de leur vie plus heureuse et ils se sentent mieux dans leur peau. Et au niveau cérébral aussi, on sait que les enfants qui font du sport ont plus de facilité d'apprentissage à l'école. Et de l'autre côté de la vie, les gens qui font du sport ont moins de maladies d'Alzheimer ou ont moins de démence à l'âge avancé s'ils ont eu l'habitude d'avoir des activités physiques. Donc, le sport est une activité extrêmement bénéfique. Par contre, comme tous les bons médicaments, il y a quelques effets secondaires et c'est ce qu'on appelle les blessures. On peut avoir des blessures liées au sport. Alors, il y a toutes sortes d'études qui nous montrent un petit peu les effets néfastes du sport aussi. Là, je vous ai sorti une étude qui a été faite au Luxembourg chez différents athlètes. Ce que je trouvais intéressant, ça a été mesuré sur 1000 heures d'activité physique, sur des activités individuelles ou dans des sports collectifs. Vous voyez que ça, c'est pendant l'entraînement, et puis ça, c'est pendant la compétition. Ce qu'on voit, c'est que les sports individuels sont moins à risque de se blesser que les sports d'équipe. Il y a moins de contacts, donc moins de risque de se blesser. Et puis, on a beaucoup plus de blessures en compétition, tant en individuel qu'en sport collectif. Parce que dans la compétition, on va se donner plus à fond, on est hyper motivé, puis on va faire le mieux de ce qu'on peut. Donc, on augmente nos risques de blessures, malheureusement. Malgré tout, c'est toujours mieux d'avoir une activité physique. Vous voyez qu'ici, on peut faire même son travail en étant en activité physique que d'être passif devant sa télévision. Donc, le risque-bénéfice est clairement en faveur du sport. Par contre, il y a une question de dosage, comme les médicaments aussi. Il faut savoir ce qui est bon et pas en faire trop non plus. Alors, j'aime bien cette courbe ici, si j'arrive. Voilà. Hop. Il y a le fait de ne pas faire du sport, ce n'est pas bon pour la santé. Et puis, plus on fait de sport, mieux c'est. Il y a une phase où c'est l'idéal, mais après, quand vous avez fait trop aussi, c'est mauvais, parce que vous augmentez le risque de blessure, vous augmentez le risque d'avoir des problèmes. Après, tout est de savoir où est la limite. Et ça, c'est assez individuel finalement. Il y a des gens qui supportent de faire beaucoup de sport et puis qui n'ont jamais de problème. Et puis d'autres, même quand ils sont dans ces zones-là, ils vont être blessés et puis ils vont avoir des soucis. Alors, il y a des activités pour moi qui sont de toute façon pas le sport santé. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait certains participants à ce genre de course qui étaient là. Il y a une course qui s'appelle le Swiss Peak qui se fait en Valais. Vous voyez que la longue, alors il y a plusieurs niveaux, mais ceux qui font la totale, si j'ose dire, ils font 360 km de course non-stop, où ils s'arrêtent un petit peu pour dormir de temps en temps s'ils sont fatigués, et c'est 25 000 mètres de dénivelé. Donc là, pour moi, on n'est plus dans le sport santé, on est dans le sport un petit peu excessif, et on augmente beaucoup le risque de se blesser quand on fait des choses pareilles. Donc, savoir doser l'effort, savoir doser l'activité physique, et puis toujours aussi avoir du plaisir. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. On voit des fois des jeunes un petit peu qui sont peut-être un petit peu poussés par l'entourage et tout, et qui n'ont peut-être pas tout à fait que du bonheur à aller à la salle de gym ou au sport. À l'inverse, le fait de faire du sport aussi, vous voyez que ça rend heureux. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui font du sport se sentent mieux dans leur peau et sont plus heureux que les personnes qui sont sédentaires. Alors, on va venir quand même sur ces blessures. Pour moi, il y a deux types de situations. Il y a des situations qui sont en général relativement claires, c'est les traumatismes. Quand il y a un accident, quand on reçoit un choc, quand quelqu'un se casse une jambe, on voit assez bien ce qui se passe. Et puis, il y a une cause aussi qui est claire, c'est l'adversaire, par exemple, dans un contact, la chute à ski, on se tord la jambe. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les blessures de surcharge. Ça, c'est les blessures liées à l'activité, le fait de faire toujours le même geste de façon répétée. Là, je vous ai mis l'exemple de la natation, par exemple. Un nageur, il faut savoir qu'il fait 25 mouvements de bras en crawl pour traverser un bassin de 25 mètres, ce qui fait sur un entraînement de 3 km, ce qui n'est pas énorme pour un nageur de compétition. Ça fait à peu près 3000 mouvements, et puis ça 9 à 10 fois par semaine. Donc, on est à 30 000 mouvements de bras par semaine, répétés pendant des années. C'est clair que ça peut créer des surcharges et des blessures au niveau des épaules. En course à pied aussi, vous voyez qu'on fait à peu près 180 pas par minute en courant, ce qui représente à peu près, chez quelqu'un qui fait 3 heures, 32 400 chocs, chez quelqu'un qui va faire 6 heures, ça sera le double pratiquement. Donc, aussi des répétitions de chocs. Et puis, celui qui a fait ce marathon, il a fait aussi une préparation avant, avec de nombreux kilomètres.
Là, dans ces blessures de surcharge, il faut bien comprendre, essayer de comprendre le mécanisme, savoir si c'est dû à des problèmes d'entraînement, ça n'a pas fait un entraînement correct, si on a changé de chaussures, qui fait qu'on a eu une surcharge par rapport au matériel qui n'était pas adapté, si on a dû se stresser entre le travail et puis l'activité sportive, etc. Donc là, c'est toujours bien d'essayer de rechercher s'il y a un facteur qui nous a provoqué la blessure pour essayer de la corriger et éviter la récidive de la blessure. Alors, quand il y a une petite étoile verte, on doit interroger Marc. Donc, toi, est-ce que tu as eu des blessures liées à ton activité ou des blessures spécifiques à ton activité? Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, si je suis présent ici, c'est que Michel, il se doutait bien que j'ai vécu l'une ou l'autre blessure. Non, vous avez vu le graphe avant du risque de blessure. C'est vrai, moi aussi, j'ai plutôt tendance à être sur la droite. À l'époque, plutôt parce que, en fait, il y a un dicton parmi les sportifs d'élite, c'est si tu n'es jamais blessé, c'est que tu t'entraînes pas assez. Et puis, c'est la réalité. On est toujours, et Michel, je pense qu'il s'énerve toujours sur nous, parce qu'on est toujours à la limite, on veut toujours... Mais en fait, on fait du sport d'élite parce qu'on veut aller à la limite absolue. On veut... La motivation première, c'est de rechercher le potentiel que notre corps, où il peut nous amener. Et puis, automatiquement, on est souvent à la limite de blessures, de surcharge. Heureusement, dans mon sport, mes compétiteurs, ils n'ont pas besoin de me tacler pour passer devant moi. Donc, les blessures de traumatisme sont plutôt rares. Les chevilles, on ramasse parfois un peu. Et puis, c'est vrai que j'ai dû faire des pauses à cause de ça. Mais en général, c'est vraiment des blessures de surcharge. J'ai vite fait le compte. Là, avec ton modèle, je suis à plusieurs milliards de chocs dans ma vie. Alors, je suis heureux d'être encore une pièce. Et puis, ça montre qu'on a quand même un corps qui est assez magique. Et j'en suis vraiment reconnaissant tous les jours qu'on ait une machinerie qui fonctionne aussi bien. Et Christian Faton, là, je pense qu'il peut encore nous en dire plus là-dessus, comme il arrive à dépasser toutes les limites et à démontrer en fait que ce qu'on croyait était impossible, en fait, peut être surmonté. Maintenant, pour ce qui est de mon point de vue, j'ai remarqué que toutes les blessures ont vraiment une source. Et je crois que c'est essentiel que notre encadrement, notre médecin, notre famille nous aide à rechercher quelle est la source. Trop souvent, j'ai des collègues d'entraînement, de compétition qui font toujours et toujours les mêmes blessures, où ils ont dans le même schéma et en fait, ils butent à un certain niveau parce que chaque fois, ils vont se blesser à cause d'un rituel de vie qui n'adapte pas. Et je crois que là, c'est important qu'on soit très vigilant. Ok, merci. On va poursuivre. Quelques éléments sur un peu le rôle du médecin du sport. Quelles sont ses spécificités? Pourquoi on ne va pas forcément chez le généraliste quand on a des problèmes liés au sport? Alors, d'abord, le rôle du médecin du sport, ça va être de poser un diagnostic le plus précis possible pour après mettre en place le traitement le plus adapté. Le sportif, il a souvent des exigences de temps, il veut être guéri avant d'avoir été blessé. Donc, il faut réussir à organiser ça, le faire mieux possible, sans non plus créer des problèmes par rapport à sa santé, notamment sur le long terme. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, chez le sportif, moi, je dirais qu'il y a un peu deux situations. Il y a le sportif qui banalise. C'est le sportif qui va passer par-dessus ses douleurs, qui ne va pas consulter tout de suite, ou qui va consulter, mais qui va dire qu'il n'a pas très mal, que ce n'est pas si grave, parce qu'il veut absolument continuer de faire son sport, il a peur de manquer quelques jours d'entraînement. Moi, je suis souvent frappé chez des jeunes, quand on leur dit pendant une semaine, tu ne vas pas à l'entraînement avec les copains, tu fais un peu de sport à côté. Ils sont quasi en pleurs, et puis ils essayent de tout faire pour retourner au sport. Ça m'est arrivé de me faire avoir une ou deux fois aussi par des sportifs de bon niveau qui m'ont dit non, mais c'est pas trop douloureux, ça va. Et puis on banalise et puis finalement on passe à côté d'une fracture ou des choses comme ça. À l'inverse, il y a le sportif qui va augmenter ses plaintes. Celui-là, il faut aussi être attentif à lui. Alors il y a celui qui augmente ses plaintes parce que ça peut être utile par rapport à l'arbitre. Il y a des sports où ils ont plus l'habitude.
Après, il faut quand même être attentif chez le sportif qui va consulter, surtout chez le jeune, hein, qui peut-être n'a plus le plaisir qu'il devrait avoir dans son sport. Quand il y a des jeunes qui font 20, voire 30 heures d'entraînement par semaine dans certains sports, comme la gymnastique artistique, par exemple, ben, des fois, un peu le seul moyen de dire « j'en ai marre, je veux arrêter » face aux parents, aux entraîneurs, aux pressions qu'il y a, ben, c'est de se blesser, d'avoir des douleurs et puis de pouvoir sortir du sport comme ça. Et la blessure, à ce moment-là, peut être une expression de surcharge. Le médecin du sport, il doit connaître le sport, savoir ce que c'est de pratiquer du sport, et puis des pathologies spécifiques aussi. Les sportifs, ils ont des blessures qui correspondent à leur sport. C'est connu, hein, par exemple, pour ce qu'on appelle l'épicondylite, la douleur au coude. On parle du tennis elbow, donc ça veut dire c'est la douleur du coude liée à la pratique du tennis. Et on a toutes sortes de diagnostics comme ça qui sont spécifiques à certaines activités. Et puis, le médecin du sport, il doit aussi connaître, savoir si le sportif peut justement continuer des activités physiques, s'il peut continuer son sport, dans quelles conditions. Le conseiller aussi, effectivement, avec l'entraîneur, peut-être, le physio et les autres intervenants. Et puis, on doit avoir quelques notions aussi des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, de l'asthme et des choses comme ça. Et puis, on a un rôle important à jouer au niveau de la prévention, hein, et puis de former les jeunes. On est face à des situations particulières aussi. Moi, ça m'arrive d'avoir des coureurs à pied qui viennent me dire ben, j'ai mal quand je cours, je fais ma compétition, les 5-6 premiers kilomètres, ça va bien, mais à partir du 6e, je commence à avoir un peu mal à l'extérieur du genou, puis je dois ralentir un petit peu, ça me dérange. Alors, quand il va chez le généraliste lui dit ben, tu cours 5 km, puis tu t'arrêtes, puis ça ira très bien. Hein. Après, comme sportif, on sait que ça peut être gênant, puis qu'il faut savoir s'adapter et puis tenir compte de cette plainte. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de poser un diagnostic, de savoir quel est le problème quand le sportif arrive avec ça, parce que quand il vient au cabinet, ben, il n'a pas de douleur, on l'examine, on ne voit rien. Donc, il faut réussir à bien comprendre la situation. Il y a aussi ces pressions des délais. Alors, on est étonné, même des fois, des jeunes qui ne sont pas forcément à un haut niveau, mais ils ont le match le week-end avec l'équipe de hockey ou le match de basket. Et puis, on doit essayer de vraiment préciser le diagnostic, savoir s'il va pouvoir retourner faire sa compétition ou pas. Ça peut être dans des situations plus importantes comme des Jeux Olympiques hein, ou des championnats du monde. J'ai vu, enfin, je n'ai pas traité heureusement, mais j'ai vu des sportifs qui ont fait des compétitions à ski, par exemple des championnats du monde de descente avec une fracture du genou, où ils sont arrangés pour que la sportive puisse participer à cette compétition. C'est peut-être un petit peu limite du point de vue déontologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est vrai que le médecin du sport, il doit aussi penser à la santé de l'athlète avant de penser à la performance. Et toi, Marc, tu t'es trouvé des fois un petit peu dans cette ambiguïté. Je suis blessé, mais j'ai une compétition importante. Est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que je me retiens? Ouais, c'est un problème qu'on a chaque saison. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose. C'est vraiment une question récurrente. Comme je vous ai dit, d'avoir des petits bobos, de devoir gérer ce genre de problème, c'est quelque chose d'omniprésent. Et puis, c'est une décision vraiment difficile à prendre parce que d'un côté, ben, on a envie de le faire, on n'a non plus pas envie d'être la poule mouillée, hein, puis on a la pression de son environnement, de dire « ah mais bien », souvent c'est les organisateurs, j'ai la chance, c'est des amis ou c'est des gens que je connais et que j'ai envie de remercier par ma présence. Cependant, j'ai une bonne statistique, c'est que j'ai 40 ans et pour l'instant, j'ai pu terminer toutes mes courses. Et je n'ai pas terminé sur les genoux, je crois, sauf l'une ou l'autre exception, j'ai vraiment pu bien terminer mes courses. Et ça, c'est parce que j'ai une règle d'or. Et puis, si je viens au départ d'une course, c'est pour performer. Et ce n'est pas pour être simplement essayer et puis d'être présent et puis de donner suite à la pression que j'ai autour de moi. Et puis, ça demande d'être très honnête avec soi-même. Il faut vraiment se retirer. Il faut avoir un bon cadre à nouveau avec son médecin, mon épouse qui me coach, mon physio, et puis on discute. Pas avec tout le monde, mais selon les circonstances, je vais chercher leurs conseils et je les écoute vraiment et souvent, eux, ils m'aident à prendre la bonne décision. Je peux vous dire que chaque fois que j'ai renoncé à courir une course, c'était un pincement au cœur, mais aucune fois je l'ai regretté. Et je crois qu'en cas de doute,
c'est toujours mieux de renoncer, de dire c'est pas grave, je peux faire ça une autre année, il y a d'autres occasions, mais le moment où vous dépassez ce seuil et où vous allez vraiment vous blesser, ça va prendre beaucoup plus de temps à revenir au niveau où vous étiez avant. Donc, mon conseil, c'est vraiment, et j'ai bien fonctionné, j'ai 40 ans maintenant et je cours encore avec plaisir et sans trop de douleur, c'est de bien s'écouter et puis en cas de doute, d'être prudent. Merci Marc. Pour son médecin, c'est le patient idéal, je pense, de réagir comme ça. Tous les sportifs ne sont pas comme ça. Juste pour quelques éléments par rapport à l'attitude du médecin du sport aussi, là j'ai retrouvé les principes de la charte éthique du sport qui est faite par la Suisse olympique, donc l'organe suisse pour les Jeux olympiques. J'en ai souligné deux. Un, c'est favoriser le partage des responsabilités, comme l'a dit Marc. Alors, ce qui peut arriver des fois dans les sports d'équipe, dans les sports, il y a des enjeux économiques aussi. On va plutôt discuter avec l'entraîneur, avec le coach, avec le président, avec les sponsors. Et puis finalement, le sportif, il est un petit peu mis de côté. Donc, c'est vrai que c'est très important que le sportif doit être mis au centre de la décision. Et puis l'autre chose, c'est de respecter le sportif au lieu de les surmener, c'est-à-dire on peut se fixer des objectifs sportifs, mais pas à tout prix. Il ne faut pas faire des lésions physiques ou psychiques en les poussant trop dans l'activité physique. Et puis en médecine, on a encore un code de déontologie, savoir comment réagir. Et il a été établi même un code de déontologie médicale pour la prise en charge médicale des sportifs. J'ai juste souligné une chose pour moi qui est très importante. On a un rôle de surveillance et de protection de la santé des sportifs avant tout. Le but, ce n'est pas de réussir à ce que le sportif devienne champion olympique, mais on doit protéger sa santé. Là, je vous ai mis quelques confrères qui ont eu des attitudes un peu différentes, notamment en Espagne, M. Fuentes qui faisait des transfusions sanguines à quelques cyclistes et coureurs et autres. Il y a 2 Italiens aussi qui pratiquaient plutôt l'EPO. Beaucoup avec des cyclistes, dont Armstrong. Et puis, le dernier en date, c'est un Dr Schmidt en Allemagne qui s'est occupé de coureurs de ski de fond l'année passée au championnat du monde de ski de fond. Donc, c'est vrai que pour le médecin, on doit respecter ce code de déontologie, c'est très important. Là, je vous mets quelques petits éléments un petit peu de ma pratique et de conseils du médecin du sport, quand je vois un petit peu ce qui se passe dans les consultations. Une chose, il y a une habitude un petit peu qui se fait beaucoup, et c'est beaucoup de l'automédication, c'est les gens qui prennent des anti-inflammatoires. Donc, c'est des antidouleurs, anti-inflammatoires. C'est des choses qui diminuent la douleur. Donc, c'est vrai qu'on se sent mieux, et puis on peut retourner faire son sport. Mais ce n'est souvent pas l'idéal parce qu'on cache le problème et on risque d'aggraver la blessure. De plus, les anti-inflammatoires, ils vont bloquer un processus de cicatrisation. Donc, on a meilleur temps de ne pas prendre de médicaments, ou si vraiment on a trop mal, on va prendre d'autres substances qui ne sont pas anti-inflammatoires pour essayer de se traiter. Il y a des habitudes aussi culturelles. Moi, je suis quelques sportifs qui viennent des États-Unis. Là-bas, ils achètent les anti-inflammatoires en bonbonnes de 1000 dans les supermarchés. Donc, ils consomment ça un petit peu à tour de bras. C'est dans l'habitude, mais ce n'est pas forcément très bénéfique. Il faut faire attention aux produits dopants aussi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle antidoping chez les sportifs populaires, mais on sait qu'il y a des gens qui se dopent pour aller participer au Tour du Canton. Il y avait une affaire il y a quelques années qui est apparue dans la presse. Et puis, des fois, on prend des médicaments qui sont prescrits par des médecins généralistes et qui sont en fait des produits dopants. Une chose que je vois souvent aussi, c'est le sportif qui se blesse. Il arrête pendant 1 ou 2 semaines de faire son sport. Ça, c'est plus le sportif populaire, on va dire. Et puis, il va reprendre le sport. Il n'a rien fait entre deux. Alors, c'est clair, quand on fait une petite blessure musculaire, au bout de 2 semaines, ça va mieux, on peut reprendre, mais on n'a rien fait, on n'a pas essayé que ça guérisse le mieux possible. On verra un petit peu comment tout à l'heure. Et on va se refaire une blessure. L'autre chose aussi, quand on est blessé, il ne faut jamais s'arrêter complètement. On peut toujours trouver des moyens de continuer de faire une activité. On peut aller au fitness, faire travailler les bras quand on est blessé aux jambes. On peut faire le contraire. Si on est blessé au bras, on peut aller pédaler sur un vélo. Il y a toujours moyen de continuer l'activité physique pour ne pas perdre trop de force, pas perdre trop de masse musculaire, pas perdre trop de cardio. Et puis le gros problème, c'est la reprise de l'activité aussi. On a des sportifs pendant les vacances, des fois, ou dans les clubs même, je vois,
vous ne faites rien pendant les 6 semaines d'été, vous reposez, c'est très bien, mais on reprend l'activité sportive comme on l'a quittée juste avant les vacances, donc d'intensité très importante. Et en 6 semaines, on perd de la masse musculaire, on perd de la force, on perd ses capacités, et c'est souvent une période où les gens se blessent parce que leur corps s'est déshabitué à l'effort et ils reprennent de façon trop intensive. Là, je vous ai mis le bon entraînement, on a des cycles, consiste à faire des périodes plus ou moins hautes, mais on monte progressivement dans l'activité physique. Là, vous avez l'exemple d'un sportif qui s'entraîne très peu, puis d'un coup, il fait beaucoup. Après, c'est bien parce qu'il remonte gentiment. Il faudrait rester sur cette courbe comme ça, mais éviter ces sauts d'entraînement pour éviter des blessures. Et puis, pas banaliser une blessure en général. Essayer de prendre soin de son corps, c'est important. Et puis, éviter ces blessures à répétition. On voit des gens qui viennent avec des claquages comme ça, qui viennent à la 5e ou 6e épisode, qui n'ont rien fait avant. Voilà, une fois que le médecin il a posé le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Il va soigner et conseiller, donc mettre en place un traitement. Ça peut être des médicaments, en général c'est rare en médecine du sport que le médicament soit une solution. On va plus confier ensuite notre patient à des thérapeutes, que ce soit un physio, un ergothérapeute, un ostéopathe, un chiroprate, enfin, selon la discipline et la blessure, on va orienter le patient au mieux. Après, il y a aussi la phase de réathlétisation, donc de préparer l'athlète à refaire son sport. Et puis, on peut donner des conseils d'adaptation de l'activité. Ça peut être aussi, suivant les clubs, il y a des préparateurs physiques, on peut discuter avec eux. Puis des fois, on conseille directement le patient. Parfois, on doit confier le patient à un spécialiste. S'il y a une déchirure d'un ligament croisé, moi, je ne peux pas opérer, donc on va voir avec un chirurgien orthopédique. Si c'est des problèmes d'asthme ou pulmonaire, de peine à souffler, on va demander au pneumologue. On peut demander à un diététicien si on a des questions par rapport à la nutrition, liées à l'activité sportive, cardiologue. Maintenant, un domaine qui se développe bien, c'est la psychologie du sport. Comment accompagner les sportifs. Les sportifs, des fois, ils ont des craintes après une blessure ou des difficultés. J'ai mis un petit clin d'œil pour Marc, dentiste, parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler une semaine aux Jeux Olympiques de la jeunesse pendant mes vacances à Lausanne. Et puis, il y avait une polyclinique là, et l'endroit où il y avait le plus de jeunes qui allaient pendant la journée, c'était chez le dentiste. Pourquoi, Marc? Alors, je pense que nous, les sportifs, on n'est pas des exemples de la meilleure santé buccale. Vous savez, on brûle beaucoup de calories, on mange beaucoup de sucre. Je ne fais pas exception. Je suis un accro au chocolat, je le dis ouvertement. Ça a des conséquences, c'est que nos petites bactéries en bouche, elles se régalent. Mais avant que je vais continuer, j'aimerais juste quand même préciser encore pour les anti-inflammatoires. Donc, vous avez entendu l'avis du Dr Hunkeler, que du point de vue médical, c'est vraiment déconseillé. Maintenant, je vais parler comme athlète. J'ai fait une fois la grosse bêtise, j'étais encore jeune et bête. J'avais les championnats du monde junior pour lesquels je voulais m'entraîner. J'avais une périostite, c'est une inflammation ici sur le côté. Rien de bien grave en soi. Quand je ne courais pas, ça faisait pas mal, mais quand je courais, ça faisait horriblement mal. La lésion était superficielle. Donc, je me suis dit, bon, encore 6 semaines jusqu'au championnat, ma foi, je prends ce qu'il faut, je prends les anti-inflammatoires. Et puis, c'est vrai, pour 2 sorties, ça m'a aidé, mais 2 sorties. Et ensuite, c'était un calvaire absolu, ça m'a suivi pendant 2 ans. Si j'avais fait une pause à ce moment, probablement que j'aurais pu participer à ces championnats. Donc, les championnats, forcément, je n'ai pas pu courir parce que je ne pouvais même plus marcher après. Mais pire que ça, après, vraiment, la lésion s'est chronifiée. Chronifiée, on dit ça? Chronicisée. Et puis, j'ai frôlé la fracture de stress, de fatigue. Donc, voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais vraiment, sur toute la ligne, ça vaut la peine de s'écouter et d'être sincère avec soi-même. Voilà, alors bon, maintenant, retour au dentiste. Alors, oui, nous, les sportifs, on n'est pas les modèles pour avoir les meilleures prédispositions buccales. Il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont réussi ou qui ont essayé de corréler la santé buccale avec les performances sportives. Cependant, il y a beaucoup d'études sur les inflammations buccales et les problèmes de grossesse. On a vu que le risque est 5 fois plus élevé de faire des fausses couches
si on a des inflammations aiguës buccales. Et 7 fois plus élevé d'avoir une naissance prématurée, 7 fois plus élevée si on a une inflammation en bouche. Pourquoi? Parce qu'une inflammation en bouche provoque la sécrétion d'hormones d'inflammation et le tout, ben, ça détériore ou ça va changer l'équilibre de notre système chimique. Et lorsqu'on est enceinte ou on cherche à protéger un bébé, ben, ça porte nuisance là-dessus. Mais aussi, si on cherche la performance absolue, vous pouvez vous imaginer, si vous avez déjà sans sport des hormones d'inflammation qui traînent dans votre corps, ça ne va pas être bénéfique. Donc, je pense que c'est vraiment important sur le long terme d'avoir une bonne hygiène buccale et surtout d'éviter les inflammations. Maintenant, je pense le jour J, si vous avez mal aux dents, alors là, vous êtes vraiment... Ouais, vous avez mal préparé votre coup. Je pense que ça devrait faire partie de tout athlète ambitieux, mais en fait, toute personne, de faire des contrôles réguliers et puis faire attention à ce que tout votre système masticatoire soit en ordre. Je pense que là, on peut vraiment éviter pas mal de soucis. Et puis, ça me fait un peu rigoler qu'il y avait autant de jeunes qui allaient chez le dentiste le jour avant leur course, mais non, c'est vraiment important. Ouais. Juste pour préciser, il y avait beaucoup de hockeyeurs. Alors bon, effectivement, Et puis ils profitaient parce qu'ils leur fabriquaient des protections en fait, dentaires. Et puis suivant les pays, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis ils profitaient vite d'aller faire gratuitement des prothèses dentaires, des protections dentaires pour les joueurs de hockey. Alors pour tous les sports de contact, effectivement, alors une gouttière de protection, c'est un must. Ouais, c'est vraiment triste de voir les gens qui se cassent des dents définitives parce que vous êtes embêtés après toute votre vie. Et puis c'est quelque chose qu'on peut éviter tellement facilement. Ouais. Ok, alors j'arrive au bout, je passe la parole au physiothérapeute. Maintenant, je vais lui confier mon patient pour qu'il le ramène à être capable de commencer de faire son entraînement. Evelyn. Donc Evelyn, pas Evelyne. C'était avant. Je vais vous présenter donc la partie physiothérapie du sport et je vais rebondir sur les propos de Marc par rapport à l'équipe qui entoure le patient, qui est le principal acteur de sa santé. Le patient est soutenu par le médecin coordonnant l'ensemble de l'équipe afin de ramener le patient à un état de santé optimal. Comment se déroule la prise en charge en physiothérapie du sport? Le physiothérapeute du sport va amener le patient d'un point A à un point B, c'est-à-dire de la blessure à la récupération. Que vous rouliez en Ferrari ou en polo, c'est-à-dire que vous soyez sportif de haut niveau ou sportif lambda, le physiothérapeute va vous faire gravir des marches pour arriver jusqu'à la récupération de votre état de santé. En termes de valeur absolue, le physiothérapeute du sport aura le même objectif, vous ramener au minimum à 100%. S'il peut, 120, 150. Les moyens mis en œuvre sont les mêmes. On utilisera les mêmes techniques, les mêmes outils afin de récupérer au mieux. La seule différence ou les seules différences entre le sportif de haut niveau et le sportif lambda se situent au niveau des attentes, des enjeux sportifs. En 98, en 98, la France rencontrait le Brésil. Nous étions champions du monde. Ronaldo n'aurait jamais dû jouer. Il était blessé, mais le sponsor l'a obligé à jouer la finale. En termes de capacité, pareillement, le sportif de haut niveau a des capacités plus importantes que le sportif lambda. Comment se passe la chronologie de la prise en charge? Comme le disait le docteur, le patient se blesse, il est pris en charge le plus rapidement possible, on pose un diagnostic médical
par le médecin qui envoie, pour la partie physiothérapeutique, au physiothérapeute du sport. On sait que plus les délais sont courts entre la prise en charge médicale et la prise en charge en physiothérapie du sport, meilleure sera la récupération. Le physiothérapeute effectuera des bilans et pourra échanger avec le médecin. Cette coopération est, à mon avis, un facteur de réussite et on en reparlera à la fin. Si on prend l'exemple d'un patient qui vient de se faire une rupture du ligament croisé du genou, il se blesse. Deux possibilités. Ou on réalise un traitement fonctionnel, c'est-à-dire sans opération, il va commencer sa rééducation, ou alors on passe par le chirurgien, on effectue une rééducation préopératoire dont on sait qu'elle est un facteur aussi de réussite de la prise en charge a posteriori, et on retourne dans le système classique de rééducation, réadaptation, réathlétisation dont on va parler phase par phase. Ces phases se chevauchent, elles ne sont pas distinctes. Si on prend l'exemple donc de notre genou, rupture, l'objectif pour le physiothérapeute du sport, dans un premier temps, sera de retrouver un genou fonctionnel. Quand on se rompt les ligaments, le genou est gonflé, il y a un hématome, il y a un œdème, le patient peut ou pas être immobilisé. Nous, on va s'intéresser vraiment en local à ce genou. L'observation des éléments dans nos bilans vont nous donner les objectifs. Là, c'est un exemple d'un montage spécial par TEP qui permet de drainer l'hématome et l'œdème. Nos objectifs seront en fonction de ce que l'on retrouve. Pour passer d'une phase à l'autre, on va avoir ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges, des feux rouges ou des green flags. Suivant la réponse, suivant ce qu'on trouve, suivant l'évolution du patient, il faut qu'on s'adapte à ce dernier et on va pouvoir passer à la phase suivante. La phase de réadaptation va s'intéresser plutôt à réintégrer le membre dans un point de vue plus global. On va réintégrer le genou dans la marche, dans la course. Là, on a un exemple d'un patient, on va le nommer le patient 55, qui s'est fait opérer 3 fois pour les croisés. L'utilisation d'une piscine est vraiment un plus dans le cadre de la rééducation. On peut remettre le patient en charge. On peut lui faire travailler le schéma de marche. Là, c'est plutôt un schéma de course, un cycle de jambes. Sans être trop agressif par rapport à l'opération. Il faut savoir qu'on oscille toujours entre cette balance bénéfice-risque. Est-ce que je pousse mon patient, c'est un sportif de haut niveau? Est-ce que je me dis, bon, il n'a pas d'échéance, on va pouvoir prendre plus de temps? On est toujours en équilibre instable. La dernière phase, la phase de réathlétisation, est une phase plus spécifique. Suivant le sport pratiqué, on va orienter le patient de plus en plus vers son activité. On va réintégrer le genou à l'intérieur du schéma de l'activité. Il court, c'est un tennisman, il fait des sports de combat. On réintègre, on est vraiment le plus spécifique possible. On effectue des exercices un petit peu plus complexes de saut, de changement d'appui.
Alors, petite question à Marc. Tu as été blessé, je suppose. Oui. Quelle a été la phase la plus difficile pour toi dans le cadre de ta rééducation, dans le cadre de ta réhabilitation? Et quels Alors, sont les ouais. éléments qui t'ont permis de dépasser ces Alors, difficultés? étonnamment, c'est pas la phase initiale où vraiment la blessure est aiguë et puis ben, on se pose pas de questions, quoi. Pour moi, en tout cas, les dernières blessures que j'ai eues étaient de telle nature que je pouvais pas courir. Mais après, avec mon équipe, ben voilà, on a mis un roadmap, un plan de traitement dans le temps, comment est-ce qu'on voulait évoluer. Et puis au début, on est encore bien motivé, et puis ça commence toujours, ou presque toujours vraiment par une phase de repos. Et puis après, on commence à faire la rééducation active. Et là, souvent, je suis vraiment motivé, et puis j'ai l'ambition d'aller loin, et puis voilà, ben, c'est normal que ça fait encore un tout petit peu mal. Mais à un certain moment, on passe de la rééducation à passer au sport de nouveau, donc qu'on aime faire. Voilà. Donc pour moi, la course à pied ou la course en natation. Et les premières fois, en fait, cette phase elle est assez longue. Quand vous revenez à votre sport et vous sentez, ça fait mal, ça guérit moins vite, vous ne retrouvez pas les mêmes sensations, et vous voyez, mais en fait, vous avez l'impression que vous êtes vraiment loin d'où vous étiez. Puis là, souvent, c'est un moment très difficile à passer. Et puis là, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est bien entendu selon le niveau d'entraînement que vous aviez avant et surtout le nombre d'heures que vous aviez, ben vous allez plus rapidement retrouver le niveau avant la blessure. Mais ça prend du temps et c'est un moment très frustrant. Et puis, la plupart des blessures, malheureusement, je dois dire que j'ai fait le retour aux compétitions. Ça allait. Les premières courses, souvent, ben, on cherche ses repères encore, on évolue positivement, mais la blessure et surtout la mémoire de la blessure, elle reste. Et puis ça, c'est vraiment difficile à gérer de savoir est-ce que je suis sur la bonne voie, parce que j'ai encore des douleurs où je ne me sens pas à 100% apte. On ne veut non plus pas faire l'erreur, comme le docteur Hunkeler a dit, ben de charger trop, ou après une blessure, on guérit cette blessure, mais après on charge trop rapidement parce que ça a été guéri et c'est quelque chose d'autre qui va lâcher. Donc c'est une longue phase finalement, après ces exercices, des heures en physiothérapie, où on n'est pas encore à 100%, et instinctivement on n'est pas encore bien dans le terrain du sport que l'on aime. Et puis pour moi personnellement, c'est toujours une période très difficile. Et il faut avoir patience, il faut y croire. Et puis, quelque part, je crois que après avoir passé par ces différentes étapes, ben, je regarde en arrière et je suis toujours quand même reconnaissant parce que le jour où ça fonctionne vraiment bien, ben, je reviens du sport avec une immense banane et puis je me dis, ben, cette blessure, au final, c'était vraiment quelque chose de positif parce que là, j'en profite encore plus. Et ça, je crois que ouais, on est vraiment, chaque fois, je suis tellement reconnaissant envers toute cette équipe qui me soutient et je crois que ça leur rend énormément bonheur si vous leur montrez cette reconnaissance, mais pour vous aussi, soyez reconnaissants que ça fonctionne et profitez-en. Mais c'est des moments difficiles, oui. Merci. Alors, pour conclure, je vais citer 5 facteurs de réussite pour ma part de la prise en charge. Le premier, le plus important, c'est l'équipe. C'est la concertation avec le docteur, la communication avec le psychologue du sport, le diététicien, le préparateur physique. C'est à mon avis vraiment un facteur très important. Alors, que choisir? Le physiothérapeute tout court, si on peut dire, ou physiothérapeute du sport? Là encore, le médecin sera le plus à même à vous guider et à vous orienter vers le praticien le plus compétent. Il est sûr que le physiothérapeute du sport a un bagage plus important que le physiothérapeute de base. Alors, qu'est-ce qui fait aussi un bon physiothérapeute, d'une manière générale? C'est notre capacité à nous baser
dans le cadre d'une blessure sur ce qu'on appelle l'evidence-based practice, c'est-à-dire les recommandations scientifiques dans le cadre d'une prise en charge. Et il faut arriver à faire la jonction avec notre main, c'est-à-dire l'outil le plus important du physiothérapeute, arriver à mêler à la fois l'aspect scientifique et l'aspect adaptation. Parce que on ne soigne pas une pathologie. On soigne un patient qui a une pathologie. Donc chaque patient est différent. Cette prise en charge donc doit être globale avec l'ensemble de l'équipe et spécifique suivant le sport. J'ai pris un exemple de coopération entre le physiothérapeute et le préparateur physique, c'est-à-dire quand on a la capacité de pouvoir avoir les deux, c'est vraiment un plus. Le physiothérapeute, en fait, va avoir une importance plus importante au début de la rééducation, mais le préparateur physique va pouvoir intervenir dès le début, justement pour que la phase de reprise de sport dont parlait Marc soit la plus courte possible. Le préparateur physique, par exemple, dans le cadre, si je reprends notre lésion du genou, va pouvoir effectuer un programme de renforcement musculaire, de travail du haut du corps, par exemple, alors que le physiothérapeute du sport va plus s'intéresser au genou. Enfin, l'adhésion au traitement. C'est-à-dire que si le physiothérapeute du sport est capable de bien expliquer au patient le pourquoi du comment, pourquoi on fait tel exercice, pourquoi on le fait maintenant et pas avant, si on lui propose des exercices à faire et que le patient comprend, et généralement les sportifs en font peut-être un peu trop d'ailleurs, le pourquoi on va faire cet exercice pour revenir le plus rapidement possible, alors la rééducation, le temps de rééducation va être diminué. Je passe la parole à Jérémy. Donc, avant le retour au sport, le spécialiste, le physiothérapeute ou le préparateur physique a quelques outils. Donc, avant de dire aux sportifs, OK, bon, voilà, là, je pense que tu es apte à retourner au sport ou à la compétition. Donc, avant tout ça, il va utiliser quelques tests. Ça peut être des tests fonctionnels, des tests de force. Ça peut être simplement des questionnaires. Là, je vous ai mis l'exemple d'un questionnaire avec des questions comme êtes-vous inquiet à l'idée de reprendre votre sport? Et là, je rebondis sur ce qu'il disait Marc, où justement, il parlait un petit peu de cette mémoire de la blessure, ou comme ça, où ça que c'est vraiment important de sentir ça avec le sportif. Si dans un sport comme le hockey, où il y a énormément d'arrêts, de démarrage, de reprise, où c'est vraiment très, très explosif et dynamique, si le sportif, à ce moment-là, il ne se sent pas dans sa tête vraiment capable de faire tout ça, même si nous, on a l'impression de l'extérieur, physiquement, il peut. Voilà, ça, c'est des petites choses aussi qu'il faut faire vraiment attention. Donc ça fait partie un petit peu des outils qu'il y a à la fin d'une réhabilitation pour vraiment un retour vers le sport un peu plus sécurisé. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est un tableau qui sort d'une étude qui a été faite en Australie, qui se sont dit, est-ce qu'il y a matière à prédire un petit peu les probabilités de blessure après la réhabilitation en se focalisant sur la relation entre la charge de travail. Non, encore pas. Voilà, la charge de travail que le sportif a réalisée durant la réhabilitation et la charge de travail qu'il faisait dans une semaine normale sans blessure. C'est-à-dire que si une personne, durant la phase de réhabilitation, en course à pied par exemple, peut-être sur la fin, gentiment reprenait son activité en allant courir une fois, peut-être deux, mais que à la base, c'est une personne qui courait par exemple 5-6 fois par semaine. Donc là, c'est vraiment super important de monitorer tout ça et de se dire que si durant sa phase de réhabilitation, elle s'entraînait environ à 40% de ce qu'elle faisait avant, mais qu'elle veut reprendre directement à 100%, les risques de blessure sont quand même élevés, avec 28% de chances de se blesser dans les 2 semaines qui suivent. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur le football, le rugby et le cricket. Ça parle un peu moins. Mais le message est important.
c'est vraiment un outil que doit utiliser le spécialiste avant la reprise du sport, de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'elle faisait cette personne avant en termes de monitoring, et dire, OK, bah, s'entraîner tant de fois, on dit en termes d'heures, en termes d'intensité, en termes de fréquence dans la semaine. Et puis, voilà, pour vraiment avoir une reprise vraiment le plus doux possible et sans risque de blessure. Donc ça, c'est vraiment important et ça fait partie des outils indispensables dans cette prise de décision à la fin d'un processus de réhabilitation. OK, maintenant, on va essayer un petit peu d'éviter tout ça, donc éviter un peu les blessures. Donc, pour lancer un peu le chapitre de la prévention, Il est tiré lors de la descente où il a réduit son retard sur le Marc Colombien. Launstein Juan Carlos coupe dans les Cardona. virages. Je ne sais Il pas le si c'est rattrapera permis. dans la forêt peu avant la ligne droite Donc ça, finale. c'est juste avant de L'homme gagner saint-Éloi se retrouve Sierzinal. face à un boulevard Dernière dégagé. descente, coupe dans les virages. Moi, perso, quand je vois ça, j'ai mal aux genoux. Non, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà dit, la course à pied, j'aime, mais en descente, piano. Hein. Moi aussi. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, de traumatisant, la course à pied, la descente. Et puis donc voilà, maintenant on va un petit peu discuter, mais voilà, c'est quoi un petit peu les stratégies qu'on peut mettre en place pour un peu éviter ces blessures. Alors qui c'est qui a jamais mis de tape, hein? Non, mais voilà, vous voulez accorder au maillot. Non, mais tout ça pour voilà un petit peu l'importance un petit peu de mettre des priorités dans les stratégies pour éviter les blessures. Je dis pas que le taping c'est mal, hein. Pas du tout. On a bien vu que par exemple lors d'une blessure, lors d'un œdème avec Evelyn, c'est que ça peut réduire cet œdème. Mais quand on n'est pas blessé, c'est pas la première chose qu'on doit faire, mettre un tape. Ok ? Et souvent les personnes, quand on discute avec elles et tout, on a un peu l'impression qu'elles ont inversé la pyramide. Ok ? Dire ouais bon, les chaussettes compression bleue, je vais mettre un peu un tape qui voilà, un peu flashy et il suffit d'aller à une course très populaire dans la région sur 6 étapes pour voir tout ça, toutes ces couleurs. Donc, encore une fois, je ne dis pas que le tape, c'est mauvais, mais c'est important de mettre des priorités dans la prévention. Okay ? Donc, peut-être d'abord se concentrer sur le contrôle de la charge. C'est un nouveau sport, je débute ce sport, etc. Il faut que je commence en me disant, bah, je n'ai peut-être pas commencé par aller courir. Le trail, c'est très populaire. J'ai envie de faire du trail, mais peut-être pas que je vais commencer directement à aller courir 100 km par semaine. D'accord ? Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir une progression individualisée par rapport à la personne et en ce que vous êtes capable. D'accord ? Donc, ça fait partie vraiment de la première chose à faire avant de mettre un tape. Et ensuite, on a le renforcement musculaire. On a vu avant avec la vidéo, la descente de Marc Launstein. Bah voilà, je ne suis pas sûr que moi, par exemple, ma cheville et mes genoux tiennent. Donc après 4 heures de course, pour moi, lui un peu moins, bah, descendre comme ça, moi je suis persuadé que j'atterris dans cet immeuble un étage en dessous. Mais donc voilà, important, le renforcement dans le sport. La qualité du mouvement aussi. Course à pied, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir courir. Et le stretching, encore une fois, ce qui est de cette pyramide, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ce n'est pas les premières choses à faire pour prévenir des blessures. C'est vraiment important. On parle beaucoup de course à pied, mais je vous propose un exemple un petit peu complètement différent. Le CrossFit. J'ai rien contre le CrossFit, c'est un sport, c'est un beau sport, mais je pense que c'est aussi un bon exemple pour dire que les gens qui commencent ça, c'est la mode, hein, enfin la mode, je ne vais même pas dire ça, mais ça prend vraiment de l'ampleur ces dernières années. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent. Et est-ce que ces gens-là se disent vraiment, mais ok, au début, il faut que je commence mollo, je commence tranquille, quelques fois par semaine, ou tout de suite, paf, ça va sous la barre, ok, mais j'ai appris le mouvement, il n'y a pas de souci, je peux y aller maintenant. C'est plus que ça. Et malheureusement, on a des cas, on discutait avec le docteur Hunkeler, des gens qui viennent, qui ont des sacrés soucis dans le dos maintenant, et puis qui font du CrossFit, et pourtant, de l'extérieur, c'est des baraques, hein, ils sont costauds. Mais c'est un petit peu comme une maison avec un toit bien solide, des murs en béton armé, mais des fondations en carton un peu. Donc, il faut se dire peut-être au départ, contrôler la charge,
commencer gentiment. Renforcement musculaire, est-ce que vraiment j'ai le corps qui permet maintenant tout de suite de faire ce type de répétition? Je rappelle que le CrossFit, c'est souvent au chrono, beaucoup de répétitions, des exercices techniques. L'haltérophilie, ça fait partie des sports peut-être les plus techniques. Donc, il faut vraiment commencer ce type de sport avec un certain respect, un petit peu. Et pas se dire, mais moi, pas de souci, moi, le mouvement, je l'ai, c'est compris. Ouais, mais est-ce que vraiment, au départ, une étape en dessous, est-ce que vraiment tu as ton corps, il permet de tenir tout ça et puis d'encaisser tout ce que tu vas lui faire faire durant ces activités-là. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment un très beau sport, mais des fois, j'ai l'impression que voilà, on manque peut-être un peu de respect. On commence tout de suite là, bam, et puis on pense que ça va tenir. Et je pense que c'est vraiment important, si vous voulez faire ce sport voilà, de manière un petit peu safe, de reprendre un petit peu les bases. Voilà. Donc ça, on peut lier vraiment cette pyramide à tous les sports, hein, bien sûr. Pour revenir sur le renforcement musculaire, donc ça, c'est une étude. C'est même plus qu'une étude, hein, c'est une revue. Donc c'est vraiment, ils ont regroupé 25 études qui vont un petit peu qui vont dans toute la même direction, c'est-à-dire que le renforcement, c'est bien. Donc la préparation physique, c'est bien, ça prévient les blessures, il y a moins de risques de blessures. En termes de blessures, si on prend la revue dans son ensemble, en termes de blessures, on diminue presque d'un tiers. Et si dans toutes ces blessures-là, on prend seulement les blessures de surcharge, ce que disait le docteur Unkeler avec beaucoup de répétitions, là, on arrive à réduire de presque de 50% les risques de blessures. Et ça, c'est pour tous les sports. Tous les sports. Si on prend des sports explosifs, un petit peu plus de force, comme avant avec le CrossFit, ben voilà, c'est peut-être des renforcements au niveau du bassin. Est-ce que je suis assez stable, des muscles profonds qui peuvent se soutenir, etc. En course à pied avec le tendon d'Achille, des exercices super simples à mettre en place à la maison, ou encore des activités beaucoup plus typiquement comme le sprint ou l'athlétisme, où là, ben, c'est très traumatisant peut-être au niveau des ischios, au niveau des fessiers. Et puis ça, ben voilà, c'est des choses qu'il faut mettre en place, des stratégies qu'il faut mettre en place pour ne pas se blesser. Peut-être le souci là, c'est que par exemple, j'avais il n'y a pas longtemps un cycliste en face de moi, puis quand je lui ai dit renforcement, salle, fitness, ben dans sa tête, il ne sait pas c'est ça, quoi. Mais non, je lui ai dit non, mais t'inquiète pas. Non, en 6 semaines, tu ne vas pas prendre 15 kilos de muscles et puis tu ne vas plus avancer dans tes cols. Donc là aussi, peut-être, c'est peut-être des mythes qu'il faut un peu casser, puis qui, à mon avis, aujourd'hui, en 2020, voilà, ça fait son chemin et je pense que voilà, c'est déjà bien compris. Mais non, il y a même possibilité de mettre en place des programmes, non seulement qui vont prévenir les blessures, mais qu'en plus, vous allez améliorer vos performances. On sait maintenant qu'en salle, de faire par exemple des programmes de force très lourdes, hein, donc un maximum de 5 répétitions, mais avec des charges très lourdes, eh ben, on n'a absolument pas de gain de poids, okay, on ne prend pas de la masse, mais par contre, on gagne beaucoup en force, okay, sans avoir de gagner en poids. Et puis tout ça, on peut se retrouver des fois dans une salle avec un marathonien qui fait un peu le même genre de séance, protocole qu'un sprinter. Parce que tous les deux, ils ont besoin d'explosivité, etc., ce qui apporte ce genre de programme. On gagne en économie de course. Donc, si on reprend la slide du docteur Unkeler avec ses 35 000 chocs dans un marathon, ben, ça fait plus ou moins 35 000 pas du coup. Du coup, on se dit que ben, si on est 35 000 pas, ben, à chaque fois un petit peu plus efficace dans notre marathon grâce à un programme adapté, eh ben, voilà, c'est du temps gagné à la fin. Donc voilà, ça c'est aussi un message peut-être important. Il ne faut pas avoir peur pour ceux qui font la longue distance où le poids est important de mettre ça en place. Et puis, bah, je rebondis avec Marc. Toi, par semaine, voilà, combien de temps t'accordes un petit peu à ce genre de prévention, renforcement? Et puis, si tu as des petits exemples à nous donner, ça serait super. Bah, comme vous tous, moi, je me lève seulement après 8 heures de bon sommeil. Je mange vegan, je ne bois pas de café, pas d'alcool, je ne fume pas. Non, ça, c'est vrai, ça, je ne le fais vraiment pas. Non, mais c'est... Ouais, sincèrement, le renforcement, durant toute ma carrière, ça m'a préservé de beaucoup de blessures. Et
j'ai vu une corrélation directe entre les moments où j'en ai fait moins avec des blessures qui sont venues. Et pourquoi c'est arrivé? C'est souvent parce que j'ai moins de temps, je suis plus stressé, je me laisse un peu aller, ça va à un moment. Le problème, c'est qu'il y a une grande latence entre le soin que vous donnez, donc vraiment l'hygiène de vie, jusqu'à ce que la blessure, elle vienne. Si vous allez commencer le renforcement et puis vous vous blessez la semaine d'après, ce sera pas de chance. Mais en fait, le renforcement, il ne vous aura pas aidé. Le renforcement, c'est un travail de base. C'est quelque chose qui va porter ses fruits sur le très long terme. Personnellement, je m'oblige à le faire. Mon épouse, elle aime bien le faire. Encore cette semaine, elle a vu, mais 40 minutes, c'est vraiment cool. D'ailleurs, elle est là. Elle a du plaisir. Pour moi, franchement, c'est un peu l'entraînement où je vais un peu me forcer. Mais j'ai des astuces. C'est d'une part, je suis fan de ski de fond. Et puis, le ski de fond, vous utilisez vraiment tout votre corps. Et puis, je sais que durant la période d'hiver, je vais faire du ski de fond parce que j'aime ça, mais aussi spécifiquement pour renforcer mon tronc. Et ensuite, tout au long de la saison, j'essaye avec 2 séances de renforcement par semaine de maintenir ce niveau. Et je peux vous assurer, vos courses à pied, c'est important. D'ailleurs, vous pouvez l'essayer vous-même, mais c'est égal dans quel sport. Si vous faites du vélo, mais surtout la course à pied, si vous avez les bons appuis, mais aussi dans les sports de jeu, si vous avez des appuis qui sont présents et puis vous êtes pas musclé comme musclore, mais si vous êtes bien gainé, vous allez être plus efficace, vous allez être plus économe. Maintenant, mais comme ce n'est pas un exercice que j'aime beaucoup, c'est un peu le passage obligatoire. Je fais toujours la même chose, le même programme, ça me prend exactement 20 minutes, 2 fois par semaine, et puis ça me suffit. Je le fais souvent en début de journée, comme ça c'est fait, et puis je les programme, je sais que c'est le mardi et le jeudi, et je ne me pose pas de questions. Maintenant, les exercices magiques pour moi, c'est une fois la planche, vous connaissez tous, c'est plank. Vous mettez sur le ventre et vous tenez comme ça. Et lorsque vous le faites, en fait, vous allez travailler toute la chaîne antérieure. J'ai eu de la chance. Et lorsque vous le faites, en fait, vous pouvez, en tout cas moi, je réfléchis à ma posture quand je cours, de vraiment tirer le ventre à l'intérieur. Et ça m'aide aussi après quand je cours à ressentir les mêmes sensations. Donc c'est quelque chose d'assez cognitif quand même. On le sait aussi, les études, je suis aussi un peu intéressé par la physiologie du sport, les études ont montré que si lors de vos exercices, vous ne les faites pas simplement passivement, vous faites vos 20 fois monter sur le côté, mais vous réfléchissez vraiment aux muscles que vous allez utiliser en ce moment, mais aussi en courant, ça aura un effet beaucoup plus bénéfique sur vous. Et après, l'autre exercice, pour moi, je ne sais pas, mais ça fait 20 ans que je le fais et je crois que ça m'a beaucoup apporté, je fais 10 fois. À l'époque, je faisais 10 fois 10, mais à l'entraînement, il se faisait 40 minutes, alors j'en fais plus que 5 fois 10. Par côté, je descends sur une jambe, et ça, c'est pratique parce que j'aime pas aller en gym et j'ai pas le temps à la maison le matin quand je me lève d'aller à la gym et puis après d'aller au boulot. Mais je me mets sur une chaise et puis je vais sur une jambe, je descends là et je remonte et je regarde pour avoir une belle amplitude. Et ce qui est vraiment important, c'est justement quand je descends, je visualise l'extension quand je rebondis. Et ça m'aide à chercher justement toute l'amplitude, ce que je ne fais pas en course à pied. En course à pied, l'amplitude est beaucoup plus faible, mais on ne va pas travailler toutes les fibres musculaires. Alors voilà, c'est un peu mes exemples spécifiques que je fais depuis beaucoup d'années et je suis absolument convaincu que ça m'aide. Merci beaucoup. Au moins, t'en fais, je suis rassuré, sinon j'aurais été mal. On n'a pas parlé de cette partie-là. Donc, cette étude a aussi mis en évidence tout ce qui est coordination et proprioception. Donc, proprioception, pour les gens à qui ça ne parle pas trop, c'est simplement un petit peu la perception, consciente ou non, de où est votre partie du corps à un moment donné.
quand on reprend l'exemple de Mark Lauenstein qui descend Sierre Zénial, dernière descente, ben, c'est tout ce type de paramètres qui aident, ben voilà, votre corps, ben, mon pied il est là, à ce moment-là, tac, on évite aussi de se faire la cheville, etc. Et ce genre d'entraînement, c'est vraiment, vraiment bénéfique pour ce genre de choses. D'accord? Donc ça aussi, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place à la maison, des petits entraînements d'équilibre sur une jambe, etc. Les yeux fermés, voilà, c'est toutes des petites choses qui peut aussi aider. Et puis, si vous me dites maintenant, mais écoute l'ami, moi je fais de la course à pied, c'est un pied devant l'autre, la coordination et l'équilibre, je gère. Je vous propose une petite dernière vidéo pour clôturer tout ça. Alors, c'est l'arrivée d'un trail en Afrique du Sud que Mark Lauenstein a gagné. Premier athlète à avoir fait sous 4 heures. Et vous verrez que ben, après 4 heures, il faut être encore costaud puis avoir toute sa lucidité. Non. Je trouve pas de là. Hop. Voilà. Demain, tout le monde a une slackline à la maison. Ah, petite dia de fin. Donc, voilà, je vous ai bien compris. Donc, le message, là, c'est vraiment de s'entraîner malin. D'accord? Donc, commencer une nouvelle activité, commencer un nouveau sport, concept contraignant pour les articulations. Ben, posez-vous les bonnes questions. Reprenez cette pyramide et dire, ben voilà, avant de mettre mon tape, je vais déjà commencer à périodiser un petit peu mes entraînements, pas directement commencer par un volume trop conséquent. Est-ce que je suis les bons renforcements? Est-ce que je fais les bons renforcements? Est-ce que mon corps est prêt à supporter tout ça? Etc. Donc voilà, s'entraîner malin. Et puis, ben, merci de votre attention. Voilà. Alors, une partie de questions-réponses. Levez la main et on vous passe le micro, s'il vous plaît. C'était ça. D'abord, merci pour la présentation. Puis, j'aimerais juste revenir sur un point que M. Lauenstein a évoqué. Il a évoqué la mémoire de la blessure qui reste. Comment est-ce qu'on traite cette mémoire de la blessure? Alors, je vais directement passer avec. Non, alors peut-être, je vais juste un peu expliquer ce que j'entends sous la mémoire de la blessure, mais je crois que c'est vraiment un terme scientifique. Alors, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, en fait, si vous avez une blessure que vous avez depuis longtemps et vous allez investir beaucoup de temps à la guérir, vous allez reprendre l'activité et elle va encore être présente. Et c'est assez bizarre, mais vous ne savez pas si c'est réel ou si c'est juste quelque chose que vous imaginez. Personnellement, ça c'est purement mon expérience, c'est que en fait, j'ai vraiment encore les tissus, ils fonctionnent entièrement, mais ils sont encore douloureux. En tout cas, pour les quelques blessures que j'ai eues. Et c'est difficile à gagner de nouveau confiance parce que le tissu ou le tendon, il fait mal. Typiquement, la cheville, lorsque vous tordez une cheville, j'ai suivi tous les protocoles et après les 6 mois nécessaires, lorsque j'ai déchiré un ligament, ça continue à me faire mal. Et techniquement, il n'y a plus de structure qui devrait faire mal, mais ça continue, ou en tout cas, je n'ai pas cette assurance que je devrais avoir. Mais maintenant, je crois que je vais laisser la parole à l'expert.
suis pas l'expert pour ça, mais c'est vrai qu'il y a certains sports, si on se fait une déchirure du ligament croisé en skiant, par exemple, refaire du ski, par exemple, on va avoir cette crainte que le genou relâche ou nous refasse mal, hein. Donc là, il y a tout le travail qui peut se faire. Et puis, des fois, on fait appel aussi à des psychologues du sport qui réussissent à amener la personne à passer par-dessus cette crainte, hein. Il y a des techniques comme ça, moi je ne suis pas spécialiste, mais des techniques qui permettent après d'éviter cette crainte ou de reprendre confiance dans certains gestes qu'on a peut-être peur de recréer la blessure. En fait, moi, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut l'effacer. Il faut faire un reset. Alors, c'est pas toujours facile. Effectivement, il y a les psychologues du sport. Souvent, quand on se lèse un croisé, un ligament croisé du genou, les patients nous parlent en nous disant j'en ai rêvé hier, quoi. Et il y a vraiment, il faut arriver à modifier c'est pas le schéma de pensée, mais il y a une prise en charge psychologique. Et d'un point de vue juste physiothérapeutique du sport, il faut arriver à reprogrammer l'athlète, c'est-à-dire lui redonner confiance. Quand je vous parlais d'aller au-delà des 100%, si l'athlète, enfin le sportif, on l'amène à 110, 120%, peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend des cas, il n'aura pas cette crainte, cette nouvelle crainte de se léser, puisque je vais plus loin. Donc il n'y a pas de raison que j'ai mal ou que je me blesse. C'est un réel problème, cette mémoire de la douleur, si on peut dire. Et dans le sport de haut niveau, on essaye vraiment quand on remet l'athlète sur le terrain, il faut qu'il y ait ce schéma qui soit érasé, quoi. Autrement, le sportif ne reprend pas, quoi. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va passer à l'apéritif. Et vous pourrez continuer à interagir avec les intervenants du soir, que je vous demanderai d'applaudir chaleureusement.